bonne rentrée et bon réveil. Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et le journal présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Le silence de l'Église devant la justice sur le banc des accusés aujourd'hui, le cardinal Barbarin. Il est accusé de ne pas avoir suffisamment agi alors qu'il avait connaissance du passé pédophile d'un prêtre. La France est-elle condamnée à vivre la violence chaque samedi? Un boxeur professionnel est recherché pour avoir frappé des gendarmes. Un commandant de police est mis en cause, accusé d'avoir fait un usage disproportionné de la force. Et puis nous serons en direct de Las Vegas. La grand-messe des hautes technologies s'y déroule. Un salon de l'innovation aux couleurs tricolores cette année encore. 420 entreprises françaises ont fait le déplacement. Europe 1. Caméras et micros vont se braquer à partir de ce matin sur le tribunal correctionnel de Lyon. Le cardinal Philippe Barbarin ainsi que 5 anciens membres de son diocèse comparaissent. Ils sont accusés de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Rejoignons notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. Alors Jean-Luc, on reproche au cardinal Barbarin d'avoir couvert les agissements du prêtre Bernard Prénat sur de jeunes scouts, c'est bien cela ? Oui, le cardinal en prend une première fois connaissance par un tiers en 2007, mais à ce moment-là, il juge que les faits sont anciens, les années 90, et qu'il n'y a eu depuis aucun indice de récidive. Il laisse donc le prêtre dans sa paroisse, en plus au contact d'enfants, puisque le père Prénat dispense les cours de catéchisme. Rebelote en 2014. Cette fois, c'est une victime qui vient devant lui et dénonce les agissements du prêtre, mais le cardinal attend plus d'1 an avant de lui retirer son ministère. J'ai mis en œuvre ce que m'a demandé Rome, qu'on me montre où j'ai fait une faute, a dit Philippe Barbarin il y a quelques semaines. C'est peut-être ce qu'il répétera tout à l'heure devant le tribunal, puisqu'il sera là, ont assuré ses avocats. Sauf que cette fois, face à lui, il y aura 10 victimes du père Prénat, 10 pour qui les faits n'ont pas été prescrits. Parmi celles-ci, François Deveau, fondateur de l'association La Parole Libérée. C'est le procès du système. À chaque fois, on met en cause les prêtres pédophiles et on n'essaye jamais de savoir ce qui a permis en fait que la situation se pérennise. Personnellement, je n'attends pas de réponse du cardinal Barbarin par rapport à ces faits. Ce qui pourra dire, peut-être présenter des excuses, mais en aucun cas, ça ne peut répondre en fait à 25 années de silence. Voilà les avocats du cardinal qui vont essayer de montrer que la procédure ne tient pas juridiquement, s'appuyant notamment sur le classement sans suite de l'affaire par le parquet de Lyon il y a 2 ans. Le procès va durer 3 jours. Merci à vous Jean-Luc Boujon pour ces informations. Le cardinal Barbarin s'est exprimé hier dans une lettre. Demandons au Seigneur que s'accomplisse le travail de la justice et qu'il guérisse tout ce qui doit l'être dans le cœur des victimes, a écrit Philippe Barbarin. Les suites de l'acte 8 du mouvement des Gilets jaunes. Oui, avec des images qui tournent en boucle depuis samedi, des images de violence. D'un côté, à Paris, un boxeur professionnel frappe des gendarmes. Il est à cette heure toujours recherché. De l'autre, à Toulon, un commandant de police, Didier Andrieux, apparaît lui aussi dans une vidéo en train d'asséner plusieurs coups de poing à un manifestant. Le procureur de la République n'a pas ouvert de procédure, mais la préfecture a saisi la police des polices. Le commandant Didier Andrieux venait d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier. Récit et précision signé Jacques Terrance. Les images sont sans équivoque. Le commandant des policiers de Toulon apparaît visage découvert. Il donne plusieurs coups de poing au visage à un homme contre un mur. La scène est très violente. Des policiers finissent par s'interposer et par éloigner le commandant. Dans une deuxième séquence, le même policier frappe un second manifestant, cette fois sur un capot de voiture. Didier Andrieux a aussitôt justifié ses gestes. Il dit avoir été menacé, entre autres, avec un tesson de bouteille. Pour Frédéric Piquel du syndicat Alliance, le commandant a surtout voulu protéger ses hommes. Qu'est-ce qu'il allait faire avec un tesson de bouteille? Il allait agresser forcément les collègues qui étaient de dos. Donc le commandant Andrieux intervient pour faire cesser préventivement, en tout cas, cette action qui allait devenir une agression envers des policiers. En tout cas, pour le procureur de Toulon, la réponse du policier était adaptée. Le parquet n'a donc pas ouvert de procédure, mais coup de théâtre, hier soir, le préfet du Var a finalement saisi l'IGPN, la police des polices. Et l'enquête tiendra certainement compte du passif du commandant Andrieux, sanctionné il y a 4 ans pour un violent coup de coude sur l'un de ses collègues qui s'en est sorti avec une fracture du nez. Et d'après un policier toulonnais, ce même commandant s'est aussi illustré par des violences verbales. Toulon, Jacques Terrance, Europe 1. Et la question qu'on se pose ce matin, David Doucan, c'est justement quelle est la réponse qu'on peut apporter à cette crise qui n'en finit plus? C'est effectivement tout le défi pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. On sait que dans l'espoir de rétablir l'ordre, l'exécutif est tenté par un durcissement de la répression. Le ministre des Comptes publics vient à l'instant d'en appeler face
à l'ultraviolence à, je cite, l'ultra-sévérité. Et sur un plan politique, le gouvernement mise tout sur le grand débat national annoncé par le chef de l'État. Il doit commencer le 15 janvier prochain. Les équipes de Matignon, notamment, sont à pied d'œuvre pour en définir les règles et les contours. Aurélie Herbemont. Au gouvernement et à la commission du débat public, on s'active pour que ce grand débat puisse enfin démarrer. La commission a préparé le mode d'emploi, comment animer une réunion, comment rédiger le compte-rendu des échanges, le site internet où il faudra annoncer chaque réunion 7 jours avant son déroulement devrait être finalisé dans les jours qui viennent. Site où on trouvera aussi la contribution du gouvernement, car l'exécutif finalise des fiches pour contextualiser les thèmes du débat. Bercy, par exemple, a fait des notes sur l'argent prélevé par l'État, en détaillant où va cet argent, la répartition entre l'éducation, l'armée, etc. Le ministère de l'écologie a aussi planché sur un état des lieux des aides à la transition écologique existantes. De son côté, Emmanuel Macron travaille sur la lettre qu'il va écrire aux Français. Après les nouvelles violences qui ont émaillé l'acte 8 des Gilets jaunes, le gouvernement espère que ces 2 mois de dialogue feront redescendre la tension, tout en étant conscient que les plus radicaux ne joueront pas forcément le jeu du débat. Information signée Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Et ce débat, ce fameux débat sera chapeauté par la Commission nationale du débat public, présidée par Chantal Joanneau, qui répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 dans quelques instants sur Europe 1. Venons-en maintenant, Nikos, à la réouverture de la prison de la Santé à Paris. Après 4 ans de travaux, la célèbre maison d'arrêt a fait peau neuve. 60 détenus vont y prendre leur quartier dès aujourd'hui dans un établissement rénové, à la fois pour plus de confort, mais aussi plus de sécurité. Écoutez, Christelle Rotac, la directrice de la Santé, était l'invitée de Mathieu Noël tout à l'heure à 6h20 sur Europe 1. Chaque personne détenue va pouvoir bénéficier d'un téléviseur, d'un réfrigérateur, d'une plaque chauffante, surtout d'une douche en cellule et aussi d'une ligne fixe qui lui permettra de rester en contact avec ses proches. Elle en évoquait l'installation de brouilleurs de téléphone portable. C'est ça, c'est le pendant de la ligne fixe, c'est le brouillage total de la détention et donc l'empêchement de l'entrée illicite des téléphones portables et du trafic qui sont liés à l'utilisation de ces téléphones portables. C'est une première dans les établissements pénitentiaires français. Et effectivement, c'est sur l'établissement de Paris La Santé que la mesure est déployée. Christelle Rotac, la directrice de la prison de la Santé au micro européen de Mathieu Noël. On en parlait tout à l'heure avec Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, 7 janvier 2019. Triste anniversaire aujourd'hui. Eh oui, il y a 4 ans, les frères Kouachi perpétraient l'attentat de Charlie Hebdo. 12 personnes avaient été assassinées, parmi lesquelles les figures emblématiques du journal, Cabu, Wolinski, Honoré et Tinius. Que se passe-t-il ce matin au Gabon? Des coups de feu ont retenti dans la capitale Libreville. Peu de temps après, des militaires ont lu à la radio d'État un message indiquant qu'un conseil national de restauration était mis en place dans le pays en l'absence du président Ali Bongo, victime d'un AVC et actuellement en convalescence au Maroc. Avec David Doucan, nous allons partir maintenant aux États-Unis, à Las Vegas, dans le Nevada. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, le fameux CES ouvre ses portes au public demain. Le Consumer Electronic Show, c'est le salon des hautes technologies le plus couru au monde. On y découvre chaque année les innovations les plus excitantes. On peut aussi y croiser tous les ans François Geffrier du service économie d'Europe 1. Bonjour François. Bonjour. Alors, quelles vont être en 2019 les nouveautés qui vont faire le plus de bruit ? Eh bien, le bruit, ce sera celui des voitures autonomes. Ces véhicules sans chauffeur sillonnent les rues de Las Vegas, notamment le prototype du groupe français Valeo, bardé de capteurs et qui sait quoi faire face à un piéton comme un feu rouge. Alors ça pose plein de questions puisque c'est la voiture qui prendra des décisions à notre place et qui nous permettra de faire autre chose pendant le trajet. L'intelligence artificielle également est omniprésente ici. Énormément d'exposants se targuent de l'utiliser dans leur logiciel pour qu'ils reconnaissent nos habitudes et anticipent nos besoins. Et puis comme toujours, il y a des innovations plus anecdotiques, mais qu'on retient quand même. Le rasoir connecté, le miroir connecté, les chaussettes connectées, ou encore l'incontournable machine à plier les vêtements. Chaussettes connectées, je vous en commande ça pour Noël prochain. En plus, hein. D'accord, merci à vous, c'est gentil. On peut pousser un cocorico puisque plus que d'habitude la French Tech cartonne. On parle de 420 entreprises tricolores présentes dans le salon.
Oui, c'est un record. Les Français ont compris que ce salon était un tremplin mondial, à tel point que la France est la 2e délégation de start-up derrière les États-Unis. Les jeunes pousses françaises sont particulièrement douées pour inventer le futur de notre santé, notre maison, capteurs intelligents, alarmes, qualité de l'air. Mais encore faut-il réussir à percer. Peu de start-up françaises émergent vraiment d'une année à l'autre, souvent faute d'investisseurs, mais au moins la France a désormais cette image d'une nation innovante. Merci à vous, François Geffrier. Vous étiez en direct de Las Vegas pour Europe 1. Et François qui animera avec Grégoire Martinez une nuit américaine en direct du CES de Las Vegas dans la nuit de mardi à mercredi de 1h à 5h du matin. Restons, Nikos, dans le domaine du progrès, mais en matière de médecine maintenant. Des chercheurs américains ont démontré qu'ils étaient capables de détecter la maladie d'Alzheimer avec en moyenne 6 ans d'avance grâce à l'intelligence artificielle. La machine plus performante que l'homme pour poser des diagnostics, les précisions de Mélanie Gomez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cellule du cerveau en bonne santé consomme du glucose, du sucre. Donc ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des images de cerveau scannées sur lesquelles les cellules apparaissent en rouge quand elles fonctionnent bien et brûlent du glucose, et en bleu lorsque c'est l'inverse et qu'elles sont malades. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces variations de couleur et surtout d'intensité de couleur, elles sont quasi indétectables à l'œil nu pour les radiologues au début de la maladie. Or l'intelligence artificielle, elle y parvient. L'œil de la machine est plus sensible, précise le professeur Amouyel, président de la Fondation Alzheimer, en tout cas une fois entraîné par ces chercheurs. Après avoir appris à lire ces images à l'aide d'un millier de patients, ils ont refait cette expérience sur 40 autres patients. Ils ont regardé grâce à leur algorithme d'intelligence artificielle si les patients étaient malades ou non malades. Et ainsi, ils ont pu identifier les futurs malades avec presque 6 ans d'avance sur le diagnostic clinique sans utilisation d'intelligence artificielle. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt de dépister Alzheimer aussitôt, puisqu'à ce jour, il n'y a aucun traitement curatif, mais en fait, dépister tôt, c'est déceler la maladie avant que le cerveau ne soit trop abîmé et donc pouvoir proposer bientôt des médicaments qui ralentissent la progression d'Alzheimer. Les précisions de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.